donc le moment d'introduire notre deuxième intervenant de la matinée et de la journée, Emmanuel Gros. Emmanuel est ingénieur en informatique. Il a d'abord évolué au sein d'une société qui s'appelle CIRAP, au sein de laquelle il commence par développer le logiciel dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le logiciel Editop, avant de devenir chef de projet, puis responsable du secteur mobilité et topographie, et enfin dirigeant associé. En 2018, il décide de reprendre son indépendance. Il crée alors la société Topoliink, qui est une société unipersonnelle spécialisée dans les travaux topographiques et géomatiques dans les domaines de l'environnement, de la gestion de l'eau et des parcours de golf. Sa présentation ce matin, elle portera plus particulièrement sur la manière dont Emmanuel mobilise Global Mapper pour cartographier les parcours de golf. Et grâce à lui, je pense qu'on va découvrir aujourd'hui le rôle des outils de la géomatique dans un monde que pour ma part je ne connais pas, le monde des greenkeepers, pour qui une bonne connaissance numérique, régulièrement mise à jour des équipements et ouvrages est aujourd'hui indispensable. Alors, comme tout à l'heure, si l'intervention d'Emmanuel vous évoque une ou plusieurs questions, n'hésitez pas à la poser dans le panneau questions de votre console GoToWebinar. Je me chargerai, comme tout à l'heure, de lui poser lors du petit temps de questions-réponses qui suivra sa présentation. Bonjour Emmanuel, vous m'entendez? Oui, bonjour Sofiane, parfaitement. Très bien, alors je vais vous donner la main. Voilà, bonjour à tous. Un grand merci pour le premier intervenant qui a fait une présentation très passionnante. Un petit clin d'œil finalement parce que j'ai commencé avant de m'intéresser au domaine du golf. Mes premières interventions étaient un petit peu beaucoup en station de ski, milieu alpin. Et finalement, la personne qui m'a permis de venir dans ce marché de niche m'a dit, tu verras, c'est un parcours de golf, c'est un petit peu comme une station de ski. Les pistes sont toutes vertes et en herbe. On a des réseaux enterrés un peu de partout, donc c'est pas de la neige de culture, des choses comme ça, mais c'est plutôt de l'arrosage. Donc finalement, voilà, certaines similitudes qui m'a permis de garder quelques acquis. Donc, ma structure Topoliink, en fait, c'est une structure unipersonnelle, hein, donc je travaille seul. C'est à la fois un choix de vie et puis d'envie de retourner un petit peu à ce qui me passionne le plus dans la géomatique, c'est plutôt l'aspect topographie terrain. Et avec une double compétence puisque j'ai également une formation en hydraulicien. Donc je m'occupe essentiellement des réseaux d'eau, assainissement, un petit peu également de l'hydraulique milieu naturel, rivière. Et finalement, le golf, c'est un petit marché de niche que j'ai pu aborder par rapport essentiellement à l'arrosage. Donc, je suis arrivé dans un milieu, dans un petit marché de niche, où finalement, il y avait très peu de culture géomatique. Et finalement, voilà, j'ai pu un petit peu amener mon expérience pour développer un petit peu du SIG métier, vraiment, voilà, pour répondre un peu à toutes les préoccupations des exploitants parcours de golf. Donc, une petite définition, parce que finalement, Sofiane ne connaît pas le golf, visiblement, mais moi non plus, rassurez-vous, je l'ai découvert par la topographie et pas par la pratique sportive, bien que finalement, elle peut être aussi très intéressante. Donc, en fait, un parcours de golf, pour avoir une petite idée de ce qu'il en est, c'est une surface assez importante, entre 50 et 200 hectares de surface exploitée. Des surfaces de jeu très techniques, parce que finalement il y a des modes de construction, de réalisation géométrique assez complexes. Alors un réseau d'arrosage très complexe. On peut avoir jusqu'à 40 km de linéaire en fait, hein, sur un parcours de golf avec plus de 1000 arroseurs. Un réseau de drainage et de stockage d'eau, puisque le principe de l'arrosage, c'est de maintenir un niveau d'humidité, mais pas trop. Donc,
On arrose, mais également on draine et on récupère de l'eau et un stockage de plus en plus important par rapport à la problématique de la ressource. Également beaucoup de réseaux divers, énergie, communication, assainissement, c'est-à-dire qu'on va retrouver à peu près tous les types d'infrastructures qu'on a sur une collectivité. On peut avoir de la fibre optique, des réseaux urbains, réseaux publics qui vont traverser le parcours. Des équipements mobiliers sportifs, de protection, de confort. Bah là, c'est là on rejoint un petit peu la station de ski. Hein. Donc, on va avoir du mobilier urbain, enfin du mobilier sportif, des éléments de protection, des filets, des éléments de confort. Ça peut être des fontaines, des bancs, des panneaux signalétiques. Un patrimoine immobilier et foncier important. Donc immobilier, souvent les golfs sont aussi des résidences, donc on a une partie immobilière et puis bon foncier puisqu'on occupe du terrain. Mais là, on aura une intervention d'une personne en fin de journée qui vous donnera beaucoup plus d'éléments sur la gestion foncière. Un patrimoine végétal très varié qui de plus en plus souvent est mis en valeur. Donc les parcours de golf étant assimilés à des espaces naturels classés. Et enfin, des besoins croissants de gestion écologique durable. Alors pour des raisons à la fois de prise de conscience de l'intérêt de ces zones protégées et également aussi des besoins de communication, pas du greenwashing disons, mais montrer qu'un parcours de golf c'est également c'est faire de la gestion écologique. Donc, alors, je me permets une petite entorse avec une vignette du SIGQGIS que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Ça va être un petit peu la finalité de mes travaux. Livrer la donnée à l'exploitant afin qu'il puisse gérer son patrimoine. Donc, je ne vais pas trop rester m'étendre sur cette vignette, mais vous voyez, on va retrouver un petit peu toutes les couches dont je vous ai parlé, hein, gestion écologique, aire de jeu, drainage, arrosage, cadastre puisqu'on fait du foncier, les sources de données IGN en termes de fond de plan. Donc voilà. J'ai proposé 2 études de cas pour mettre en valeur l'usage que je fais de Global Mapper, que je ne vais pas vraiment considérer comme un outil d'exploitation finale, mais plutôt comme un outil de traitement de données, puisqu'il m'a permis de réaliser des choses que je ne savais pas faire et de faire beaucoup mieux des choses que je faisais avec d'autres outils, d'autres chaînes de traitement un peu plus archaïques. Alors, je vais vous présenter un projet une réalisation de topographie de précision. Donc là, on est allé vraiment au plus exploiter au mieux l'état de l'art sur les capacités de précision, notamment avec l'utilisation de drones. Donc sur le parcours de Nimvacrol, donc le principe de la topographie de précision, c'est de faire des cartes 3D, des greens, donc la partie sur laquelle se situe le trou dans lequel on va envoyer la balle. Et deuxième élément un peu plus lié à l'application environnementale, l'amélioration de la capacité de stockage d'eau sur un parcours situé à Bossé dans la Haute-Savoie. Alors, le premier sujet, la topographie de précision. Donc, vous voyez, ici, j'ai fait une copie d'écran du site internet du golfe de Nimvacrol, où vous voyez en fait que le parcours, enfin le golfe affiche à l'attention des joueurs, notamment des joueurs confirmés et professionnels, une topo de chaque trou. Hein, donc, on va partir, là, c'est un golf 18 trous. Et chaque green a donc met à disposition une carte avec les pentes, les courbes de niveau, donc la micro-topographie qui va servir, qui va être utilisée par le joueur pour avoir une idée un petit peu de comment la balle va rouler sur le green. Et en fait, la problématique qui m'a été soumise, c'était de réaliser ces cartes avec des moyens modernes et puis surtout de pouvoir les intégrer au SIG du golf.
Alors, qu'est-ce qu'un green? Petit élément, explication. Donc, c'est la surface de jeu la plus complexe en fait d'un parcours de golf, dont la surface peut varier de 100 mètres carrés à plus de 1000 mètres carrés. Elle a une morphologie qui doit respecter des règles très précises. En fait, la fédération de golf édite des préconisations sur la forme, le relief, les pentes maximum, les expositions, etc. Et donc, on a une structure assez complexe. D'ailleurs, il y a des entreprises spécialisées qui réalisent ces travaux de conception, de réalisation. On va assimiler ça en fait à un ouvrage de génie civil, même s'il est totalement végétal. Donc, important, respecter une morphologie précise et une structure stable dans le temps. Donc il va falloir aussi pouvoir s'assurer par les travaux topographiques que le green n'a pas été déformé, éventuellement le remodeler. Et vous verrez qu'avec les travaux qu'on a fait, on va pouvoir à la fois répondre à la métrologie donc à la carte d'identité de chaque green qu'on va donner aux joueurs, et également avoir une base précise pour pouvoir faire de la mesure différentielle pour voir si on a des enfoncements, des déformations de la surface de jeu. La fédération de golf donc édite des green cards, c'est un petit peu des petits carnets des fiches signalétiques pour chaque parcours, et donc avec les mensurations précises des surfaces de jeu qui vont être utilisées par les joueurs confirmés, professionnels, et qui sont également édités lors des compétitions. Voilà. Donc s'il y a des pratiquants de golf dans l'assistance, je m'excuse peut-être d'être un peu rapide parce que je n'ai pas trop, je suis pas allé très très loin dans la pratique sportive. Je me suis surtout focalisé sur la création, enfin l'acquisition de données. Donc le principe, l'objectif, c'est de créer un modèle topographique en 3 dimensions. Donc pour chaque green, avec une résolution très très fine. Notamment, on est parti sur une résolution en X, Y, Z et surtout en Z en altimétrie de 1 cm, dans un but d'évaluer la stabilité du terrassement, donc avec des comparaisons de MNT. Donc on va faire une topographie à l'instant 0, puis ensuite on pourra refaire des acquisitions, et notamment avec Global Mapper, faire de l'analyse différentielle pour voir un petit peu les déplacements de terrain, les modifications de forme. Donc l'autre objectif, c'est d'éditer la carte topographique pour chaque green, avec une charte graphique imposée par la Fédération de golf, des courbes de niveau, des vecteurs pente, et c'est sur ce sujet que j'ai définitivement fait adopter Global Mapper. Et donc j'en profite pour remercier Sofiane aussi qui m'a aidé et qui a été très réactive lorsque j'ai posé des questions un petit peu particulières sur comment dessiner des flèches donnant l'intensité, le sens de la pente. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, mais j'ai eu rapidement un tutoriel très commenté et très bien, qui m'a permis d'avancer sur cette problématique que je n'arrivais pas à résoudre avec mes outils classiques. Alors, en matière de moyens, comme mon prédécesseur, le drone a été Donc au départ, j'ai quand même fait une petite étude entre différents moyens de concevoir un modèle numérique de terrain. J'aurais pu le faire à la fois par photogrammétrie, donc plutôt de l'image, ou du LiDAR. Le problème du LiDAR sur un parcours de golf, c'était pas tout à fait transportable, et disons que le choix du drone s'est imposé par la simplicité de mise en œuvre et puis surtout un environnement très favorable. En général, il n'y a pas d'obstacle au-dessus des greens. On peut avoir des arbres à proximité, mais vu qu'on était parti sur un besoin d'une précision très très importante, on a fait des survols très bas, puisque grosso modo,
Bon, là, vous aurez des intervenants spécialistes dans le drone, mais le niveau de résolution est proportionnel à la hauteur de vol. Donc, on a fait des vols à une hauteur d'une trentaine de mètres. Et donc, j'ai fait appel. Alors, moi, j'ai externalisé. Hein, j'ai pas je suis plutôt sur une approche de faire à des partenaires ce qu'ils feront toujours mieux que moi. Donc, j'ai fait appel à mon partenaire drone qui s'appelle VR3D, qui est basé en Savoie, que je connais depuis assez longtemps et qui m'a aidé à réaliser cette mission avec évidemment des phases un petit peu de tests de prototype sur les premières journées. Et donc, voilà un petit peu la mise en œuvre. Alors, ce qui est très important quand on veut caler une captation, donc comme l'a expliqué mon prédécesseur, il faut qu'on ait des points de repère. Sur un golf, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments en dur. Donc je me suis creusé un petit peu la tête et le directeur du golf m'a montré ce qu'ils appellent des plaques de distance, des repères de distance et des éléments en polyéthylène, des disques qui vont pouvoir placer à certains endroits du parcours, et il m'en a donné un lot. Finalement, avec une perceuse, des clous d'arpentage et une bombe de peinture, j'ai créé des cibles que j'ai rapidement pu donc implanter à proximité des greens, que j'ai bien entendu géoréférencé de manière très précise avec un GPS centimétrique. Et donc, ces repères ont figuré sur la photo aérienne et ont été utilisés pour le géoréférencement. Alors, contrairement à mon prédécesseur, c'est mon prestataire drone qui m'a livré la donnée géoréférencée. Donc, j'ai pas eu à le faire dans Global Mapper, sachant que j'aurais pu le faire, évidemment. Donc, la restitution des livrables de mon prestataire. Donc, il m'a restitué directement un MNE, donc ce que j'appelle un modèle numérique d'élévation, en format géotif. Donc, c'est directement une image, en fait, mais avec une composante altimétrie. Un modèle numérique de terrain, MNT. Donc, c'est plutôt de la donnée vectorielle, c'est des points, un nuage de points, qui m'ont été livrés en format DXF ou shapefile, donc ce qui est un petit peu le standard. Et puis, puisqu'on on a choisi la technologie photogrammétrie, donc prise de photos, donc une orthophoto en format JPEG 2000 ou CW, qui sont un petit peu les standards d'encodage pour ces types de données. Et donc, c'est à ce stade que j'ai mis en œuvre Global Mapper pour avancer sur mes traitements de données. Donc, voici le nuage de points que j'ai intégré. Je vais aller accélérer un petit peu pour essayer de rester dans le timing. À partir du nuage de points, dans le menu Global Mapper, menu analyse, j'ai directement créé une grille d'altitude. Alors, c'est ce qui est très confortable sur Global Mapper, c'est qu'on peut choisir très facilement les niveaux de résolution qui vont correspondre à peu près à la finesse de l'analyse qu'on doit mener. Alors toujours avec un rapport résolution, volume, etc. Donc là, je suis parti sur une grille d'altitude avec une résolution de 10 cm, puisque les variations en fait de pente et de relief sur un green sont quand même assez douces par rapport à ce qu'on trouverait en montagne pour les avalanches, par exemple. Donc ensuite, à partir de ce modèle, de cette grille d'altitude, j'ai fait ma première production de données, c'est-à-dire les courbes de niveau, qui sont en fait demandées dans les green books, donc les fiches analytiques des greens, où je suis parti sur une résolution de 5 cm. Alors, ce qui est très bien avec Global Mapper, c'est qu'on peut aussi faire beaucoup d'empirique, hein, donc on s'amuse un petit peu avec les résolutions pour avoir un petit peu un compromis entre la précision, la lisibilité des documents, donc ça a été assez appréciable. J'ai pu ensuite, alors voilà, là, volontairement, je vous ai fait une copie écran de la page du forum des géomatiques,
puisque c'est ici où j'ai un petit peu bloqué, malgré ma vieille expérience de vieux cartographe. Je me suis un petit peu perdu dans dans tous les outils de Global Mapper, comme tout logiciel assez technique. Eh ben, il y a un petit moment où on a besoin d'aide. Et ce qui a un petit peu disparu de mon point de vue avec le monde libre, même s'il nous a amené beaucoup d'autres choses avec les outils libres, et à un moment donné, on a besoin du spécialiste, hein, enfin, en tout cas de l'éditeur ou de son représentant pour avoir des informations précises. Et donc, je me suis adressé à Géomatique pour poser cette question. Voilà, j'ai besoin de créer une couche avec des flèches qui vont indiquer le sens et l'intensité de la pente sur une surface assez réduite. Et donc Sofiane Olivier m'a répondu très rapidement avec un tutoriel que vous pouvez donc consulter, et vraiment très détaillé, et avec un délai de réactivité très appréciable. Donc voilà, c'est mon petit remerciement public pour cette aide qui était très précieuse. Donc, je vais décrire un peu le processus. Donc, j'ai créé une grille vectorielle régulière avec une résolution qui va correspondre à la densité des vecteurs, c'est-à-dire toutes les combien de mètres ou de centimètres je veux créer une flèche. J'ai retenu 1 mètre, puisque c'était à peu près le standard imposé dans les green cards. En faire une résolution plus basse aurait rendu un document peu lisible et finalement avec une information pas vraiment plus pertinente. Donc le principe, c'est donc de créer une grille vectorielle. En gros, c'est un petit peu comme le MNT, mais on en baisse la résolution. Et au sein de chaque cellule de cette grille, on va créer un point. Donc en fait, on va créer, c'est une information vectorielle de type point. Et sur ces points, on a une fonction Global Mapper qui permet de calculer des statistiques d'altitude et de pente. Donc en fait, cette fonction va permettre pour chaque point, toujours avec la grille d'altitude en base de calcul, d'ajouter un attribut élévation. Donc ça va être la valeur d'altitude. Slope en anglais, c'est la pente, donc c'est la valeur de pente en degrés. Également en pourcentage, après c'est un choix d'interprétation, donc soit on travaille en degrés, soit on travaille en pourcentage. Là, ça sera plutôt en degrés. Et en fait, ensuite, la direction de la pente, ce qui est le plus important, c'est OK, sur chaque point on a une pente, mais vers quel sens elle se dirige, puisque c'est le sens que va suivre la balle de golf lorsqu'elle va rouler sur ce point. Donc ensuite, j'ai pu modifier les options d'affichage de la couche point pour pouvoir donc conditionner la taille et l'orientation de la flèche, donc le symbole que j'ai retenu pour la pente, sur la valeur de pente pour la longueur et la taille de la flèche, et de direction pour l'orientation du vecteur. Donc ça m'a permis dans Global Mapper d'arriver sur cette représentation, et qui donc finalement est à peu près ce qui est attendu en document final. Pour que le document soit lisible par les joueurs, là on n'a plus la notion d'une heure, mais de sens de jeu. Donc en fait, j'ai effectué une rotation de la carte en rajoutant un vecteur qui va donner non pas le nord, mais l'axe de jeu. Ensuite, pour chaque green, j'ai fait plusieurs thématiques, hein. J'ai un petit peu amené ma plus-value à la création de l'atlas des greens ou du green book, avec plusieurs thématiques. Une où j'affiche les pentes, donc les vecteurs.
Ensuite, les courbes de niveau plus les pentes, ça c'était un petit peu le standard attendu. Et puis, courbe du niveau plus élévation, puisque ben, la représentation Atlas de Global Mapper est quand même assez sympa. Et en la montrant à mon client, le golf de Nîmes, et à la commission, on va dire, sportive du golf, ben, ils ont jugé ça assez intéressant. Et donc, voilà le type de fiches que j'ai pu fournir dans cet atlas. Donc là, vous voyez la courbe de niveau avec les élévations et les vecteurs pentes. La même chose avec donc la thématique, ben, l'atlas en fait avec le dégradé par pente. Une représentation un peu plus topographique avec le nuancier altitude. Et donc en fait, je dirais voilà, j'ai fourni tout ça en format donc en édition PDF. Ça a permis donc d'alimenter directement le site internet du golf, qui était un petit peu, j'ai montré précédemment dans ma présentation. Et ensuite, donc c'est parti à l'édition par l'exploitant pour fournir les green books aux joueurs et aux compétiteurs qui viennent sur ce parcours. Alors, l'objectif que j'aurais voulu vous présenter, mais que la situation Covid a retardé, c'était en fait de faire un deuxième passage sur ces greens, non pas pour actualiser les green books, mais pour pouvoir faire une étude différentielle de modèles numériques de terrain, pour voir un petit peu, sous servir de Global Mapper, donc avec la fonction qui permet de combiner, de comparer des modèles de terrain, pour mettre en évidence des zones de retrait ou éventuellement de gonflement, afin de mesurer la stabilité du green, et éventuellement d'intervenir s'il y a des affaissements ou des choses comme ça. Donc, on a remis ça à l'automne en espérant que la situation s'arrangera, et j'ai grand espoir de pouvoir produire un travail fin avec Global Mapper. Donc voilà la première expérience. La deuxième expérience, qui est toujours sur un parcours de golf, mais avec une approche plus environnementale, donc sur le parcours de Bossey en Haute-Savoie. J'ai donc un lac qui a initialement été créé à la création du parcours, mais plus pour je dirais, un aménagement paysager. Et en fait, avec la raréfaction de la ressource en eau et la prise de conscience, on va dire, des exploitants de faire un usage raisonné de l'eau, un projet m'était soumis, donc l'utilisation de ce lac initialement paysager pour un stockage d'eau, de drainage et de ruissellement. Donc le principe est évidemment l'objectif, augmenter la capacité de stockage sans dénaturer l'aspect paysager. Alors, j'ai bricolé rapidement, disons une partie classique qui a été l'objectif étant de créer un modèle numérique de terrain existant, donc c'est-à-dire les abords du lac et le fond du lac. Donc les abords du lac, j'ai fait un relevé classique pédestre avec les règles de l'art, une densité de points, les lignes de rupture de pente, etc. Où c'était un petit peu un peu plus exotique, c'était le relevé bathymétrique du lac. J'ai essayé de travailler avec des sondes, des échosondeurs. Le lac étant un lac d'eau stagnante avec un envasement très important, ça s'est avéré assez aléatoire comme mesure. Donc en fait, j'ai décidé de travailler un petit peu à l'ancienne avec un sondeur manuel, un ruban gradué avec un poids de balance romaine, là, donc, qui m'a permis de faire des sondages et de faire l'acquisition de ce modèle de fond de terrain. Donc dans Global Mapper, j'ai fusionné le relevé de points terrestre, le relevé de points du fond de lac,
En fait, c'est un niveau de surface moins de profondeur, hein, c'est assez simple à obtenir pour faire un calcul de volume d'eau. Donc ça, c'est l'existant. De la même manière que ce que vous avez vu avant, j'ai produit les courbes de niveau, le modèle d'élévation, alors non pas cette fois-ci à partir d'un relevé drone, mais à partir d'un semis de points que j'ai réalisé de manière classique avec un GPS, avec une base, un mobile en liaison radio pour avoir un maximum de précision, et que j'ai aménagé avec une orthophoto type ortho hygiène haute résolution, dont le Golf avait fait l'acquisition déjà dans la mise en place du SIG. Alors ce qui est très intéressant dans Global Mapper, c'est la facilité de fusionner les modèles de terrain, faire des extractions, des trous, des combinaisons. Ça a été montré précédemment. J'ai fait exactement la même chose. Le calcul de volume maximum actuel du lac, en fait, c'est très simple. Hein, j'ai pris donc la cote de débordement, qui est en fait un espèce de, comment dire, un trop-plein. Hein, et donc, dans Global Mapper, on a tout simplement une mesure de volume en surface. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris comme mesure de référence le modèle de terrain de fond du lac, un modèle plat basé sur l'altitude de la cote de débordement, et dans le menu mesurer le volume entre deux surfaces, automatiquement, j'ai un petit compte rendu qui me donne alors ce qu'on appelle déblai. C'est en fait la différence entre les deux modèles, et ça m'a donné donc un volume de stockage initial de 13 000 m3. Ensuite, les études d'options d'aménagement. Donc pour chaque option, on a déterminé l'emprise maximum du futur lac. Ça, c'est l'aspect paysager. Donc avec une implantation classique par le responsable du golf, en fait, il m'a jalonné l'extension maximum qu'on pourrait donner au lac. En prenant évidemment en compte, vous voyez ici, j'ai rajouté sous forme vectorielle donc les bunkers, c'est les trous de sable qu'on a c'est des pièges à balles en fait, hein, sur un parcours. Les fairways, c'est la partie verte ici, vert foncé, sur laquelle on va faire rouler la balle entre le départ et le green où il y a le trou. Donc ça, c'est des éléments qu'on ne va pas pouvoir recouvrir et déplacer. Donc, ça m'a permis de déterminer la cote maximum de débordement directement avec les courbes de niveau sur la zone maximum d'extension. Et donc, à partir de là, pour chaque option, donc on a fait différents scénarios, notamment est-ce qu'on creuse le lac, de quelle manière on va le creuser, avec des règles de pente maximum. Ça m'a permis, si vous voulez, pour chaque scénario, de faire un modèle de terrain virtuel, puisqu'il n'est pas basé sur des saisies de points, mais sur des points calculés, de calculer pour chaque scénario une grille d'altitude, et donc, de la même manière que je l'ai fait précédemment, de déterminer un volume qui est toujours la différence entre le modèle de terrain et le modèle plat, donc qui est la cote de débordement. Et donc, à chaque fois, on va calculer ce qu'on appelle un déblai et un remblai, c'est-à-dire dans le scénario on va dire de creusage du nouveau lac, il y a toujours une partie qui va être ce qu'on va appeler du déblai, hein, donc la partie qu'on va extraire, la terre qu'on va extraire pour mettre de l'eau, ça va s'appeler du déblai. C'est très important de le minimiser sur le golf, parce que faire rouler des camions sur un parcours de golf, c'est toujours un problème. Donc voilà, on a pu un petit peu faire différents scénarios, les affiner. Donc, alors là, pour le coup, j'ai utilisé Global Mapper directement en direct live avec le client. On a fait varier un petit peu les scénarios à chaque fois pour avoir la solution idéale. Et la solution idéale,
on l'a arrêté et on l'a mis en carte, donc avec un plan topographique, où j'ai fait figurer tous les éléments issus de Global Mapper, donc les courbes de niveau, les valeurs d'altimétrie, alors qu'on ne voit pas ici, parce que ça, à l'origine, c'est un plan plutôt format 0, où chaque petit point rouge ici, en fait, est associé à une cote terrain. Et les différents, donc on a retenu 2 scénarios avec à chaque fois les calculs de cubature. Donc le volume, le déblai et le remblai, ça c'est la partie qu'il va falloir extraire, et à chaque fois le volume d'eau utile qu'il y aura sur ce scénario. Donc voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu, de pas trop rentrer dans les éléments trop techniques. Petit bonus quand même, j'ai découvert ça un petit peu sur le tas en allant fouiller un petit peu dans la richesse fonctionnelle de Global Mapper. Et ça m'a permis de présenter une petite animation 3D du projet. Alors grâce à une fonction très sympa, alors il y a des logiciels qui font ça de manière spécifique, mais c'est quand même vraiment sympa d'avoir ça dans un logiciel de SIG géomatique. La fonction créer un survol 3D qui va permettre de définir ici un axe de survol ou d'évolution pédestre. Donc en fait, j'ai créé un axe le long du fairway du trou qui est adjacent au lac, celui depuis lequel on voit mieux le lac. Quelques propriétés de survol qui permettent de dire où est-ce qu'on va regarder en suivant cet axe, donc droit devant, on peut donner un point fixe. J'ai saisi rapidement une altitude, là bon j'ai fait assez simple, comme si c'était en fait un survol à altitude constante, une dizaine de mètres au-dessus du terrain, une durée de vol avec une vitesse correspondante, et donc ça m'a permis de faire une petite animation. Alors là elle est figée pour des raisons de présentation, où en fait Global Mapper va plaquer en fait une visu 3D de l'orthophoto sur le modèle de terrain, ajouter un fond, là c'est un fond type coucher de soleil pour avoir un effet un petit peu plus réaliste, et on va faire donc il y a un petit player en fait qui va permettre disons de faire une visite virtuelle de l'aménagement, qui n'est pas forcément utile pour le staff technique avec lequel j'ai travaillé, mais plutôt pour le comité sportif du parcours de golf, qui va plutôt valider l'aspect visuel, architectural du projet. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à rattraper un peu le timing. Je vous remercie de votre attention, et je veux peut-être redonner la main à Sofiane pour les éventuelles questions. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation à nouveau de qualité et encore une fois très illustrée. C'était très intéressant. Je réagis également en vous remerciant. Je réagis également à vos remerciements quant à l'aide fournie par Géomatique pour la création des fameux vecteurs de pente. Au-delà du fait que ce soit notre métier et que donc ce soit normal, c'est pour nous toujours un plaisir de venir en aide des utilisateurs. Et c'est vrai que c'est aussi toujours très satisfaisant quand on parvient à solutionner le problème. Alors j'invite tous les participants à poser leurs questions. Alors j'en vois une première. Il est midi moins une, mais je pense qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes pour y répondre. J'ai donc une question pour vous, Emmanuel. Le MNT nuage de points est réalisé avec les photos du drone, point d'interrogation, ou une prise d'altitude sur le terrain? Alors, les deux, mon capitaine. Alors, j'ai besoin d'une prise de points sur le terrain, ça c'est pour le calage. C'est-à-dire, c'est matérialisé par les cibles, puisque j'avais besoin de points facilement identifiables, donc j'ai pas des angles de bâtiment, des choses comme ça, et surtout avec un niveau de précision très important. Donc la prise de points sur le terrain, alors ça aurait pu être avec un théodolite, station totale, quoi que ce soit, je l'ai fait avec un GPS RTK centimétrique. Voilà, et ensuite tout le reste des points, donc ce qui m'a permis de constituer le nuage de points, ça a été pris
par le drone, principe de la photogrammétrie, hein, donc photo, orthophoto stéréo. Et là, c'est le traitement, mais cette partie de traitement, je l'ai sous-traité à mon droniste. Donc, il m'a livré directement le MNT, mais tous les points d'altitude du maillage sont issus des prises de vue, photo. Si ça avait été un LiDAR, ça aurait été directement des mesures de distance par un capteur laser. D'accord. Eh bien, merci pour votre réponse, Emmanuel, et merci à Marc-Alexandre pour sa question. J'ai une question de Nicolas. Pourquoi ne pas utiliser de LiDAR sur drone, car déjà vu ce type de solution dans un salon? Tout à fait, moi aussi. Au moment où on a commencé où on a fait d'abord des premiers tests de faisabilité pour l'obtention de la précision, la stabilité. Donc, on a fait plusieurs essais sur un green de ce même parcours. Donc, vraiment une approche un peu scientifique, hein, universitaire, de faire de la comparaison de mesures. Et à ce moment-là, j'avais pas de solution LiDAR viable par rapport, je pense, à l'état de l'art en termes de poids, de sensors, de capacité d'emport des drones. Je sais qu'aujourd'hui c'est possible, mais à l'époque c'était encore, voilà, c'était encore hypothétique. Donc on est parti sur la partie photo. Et puis deuxièmement, mais j'en ai pas parlé, le gros intérêt de la photo sur un parcours de golf, c'est qu'on a des capteurs NDVI. Donc ça, c'est ce qui permet de faire aussi de la différenciation, classement, de l'analyse, on va dire, spectrale sur l'état de la végétation. Et on s'en sert également pour analyser le stress hydrique sur les parcours de golf, hein, donc c'est pour ça que la photo est également reste le meilleur média pour nous, il nous permet de faire autre chose que de la topographie. D'accord. Merci, Emmanuel. Une autre petite question de Julien. Intégrez-vous les réseaux souterrains sur Global Mapper? Alors non, là je me dois d'être honnête, je considère pas Mhm. Global Mapper pour moi comme un SIG, mais plus comme une boîte outils de développement. Tous mes clients, alors, en fait, j'ai un petit peu amené le SIG dans le golf. C'est vraiment un marché de niche, en fait, hein, en tout cas en France. Ils partaient de rien, au mieux d'un plan papier, souvent datant de la création du réseau. Donc, pour des raisons diverses et variées, ils sont pratiquement tous sur des solutions libres type QGIS. Et la plupart du temps, les réseaux sont intégrés à partir soit de plans de récollement, qui ont été, quand ils ont été fournis par les entreprises qui ont créé les réseaux, très souvent par des relevés complémentaires, comme pour les réseaux d'eau dans une collectivité, il n'y a que la partie florante qu'on est capable de relever et on extrapole le passage des tuyaux, voilà, éventuellement en faisant de la géodétection. Voilà, mais pour moi, Global Mapper, c'est une super boîte à outils. Mhm. Je le considère, enfin, on pourrait faire du SIG avec Global Mapper, mais je pense que sa place, c'est surtout dans la partie amont, la partie production de données, analyse. Mhm. Donc moi, je fais un petit peu des allers-retours entre QGIS, Global Mapper, Ouais. Editop, Edipocket pour la partie topo terrain, AutoCAD quand on travaille avec des bureaux d'études qui sont encore dans une approche DAO. Donc voilà, l'interopérabilité des outils aujourd'hui fait que on utilise, de mon point de vue, l'outil là où il est le plus efficace et le plus pratique. Et moi, pour moi, Global Mapper, aujourd'hui, c'est mon outil de traitement de données dès qu'on fait de la 3D, de l'analyse spectrale, du calcul de cubature, etc. D'accord. Eh bien, merci pour ce témoignage. J'avais, avant de clôturer, parce qu'il était déjà 12h05, ce sera la dernière question. J'avais une question. Est-ce que une formation aux règles du golf vous a-t-elle été, vous a été nécessaire ou pas? Alors,
je vais pas me dévoiler, mais vous connaissez un petit peu mon mode de vie, Sofiane. Moi, je suis plutôt voilà, un montagnard qui vit un petit peu enfin, au fin fond des bois. Donc la partie environnement m'a pas trop perturbé. Mhm. La partie extrême codification du jeu, de ses règles. Alors, Oui. euh, j'ai une vision un peu différente du golf aujourd'hui parce que à force de pratiquer, on voit aussi des aspects très intéressants. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est très codifié. Et finalement, la, la rigueur qu'il y a à mettre dans une base SIG en découle. Notamment, je parlais on a un petit peu pinaillé avec ces histoires de vector pente. Je me disais, mais à quoi bon pourquoi avoir une cartographie d'un green au centimètre près avec des vecteurs pente tous les mètres et finalement ça s'explique par voilà une codification très pointue du jeu Oui. qui est quand on en parle j'ai eu l'occasion de parler à des pros, à des joueurs très confirmés et on se rend compte en fait Mhm. que voilà la topographie finalement ils l'utilisent au quotidien. Alors de temps en temps ça nous fait un petit peu rigoler quand ils font des mesures, ils utilisent beaucoup aujourd'hui des distances mètres sur le terrain pour évaluer la distance à laquelle il se trouve du drapeau, voilà. Euh, bon quand on ça, souvent j'ai des discussions en bord de parcours un petit peu sur les outils de mesure, etc. Mais on voit que le métier de topographe, euh, la topographie, en fait, l'art de la topographie est très lié au golf, en fait. Hein. Voilà, c'est Ouais. la forme du terrain, les pentes, dans la codification du jeu, voilà, c'est les courbes de niveau, les points hauts, les points bas, les pentes, voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Bien. Merci pour cette réponse. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce matin. Encore une fois, un grand merci, Emmanuel, pour cette présentation vraiment très intéressante.